Bonjour, je suis Camilo Garcia, je suis médecin spécialiste en médecine nucléaire. Je travaille dans le service de médecine nucléaire de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif en périphérie parisienne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'évaluation de la réponse au traitement utilisant du FDG PET-CT dans les tumeurs solides. Ceux-ci sont mes conflits d'intérêts. Et comme plan de cette conférence, je vous propose de faire quelques mots d'introduction, parler un petit peu de la standardisation qui est nécessaire pour réaliser des examens FDG PET-CT, parler de l'évaluation de la réponse au traitement en recherche clinique appliquant les critères ERTC ou les critères persistent, et aussi l'évaluation de la réponse au traitement en clinique courante à travers certaines évaluations qui peuvent être visuelles ou certains euh, protocoles qui ont été validés ou étudiés dans la littérature ou dans l'expérience clinique. Et quelques mots pour résumer les idées de force de cette conférence. Comme introduction, donc, il faut se rappeler que l'FDG PET-CT a été utilisé comme outil pronostic, mais aussi diagnostic, déstadification et pour évaluer la réponse au traitement. Cet outil a été utilisé pour multiples tumeurs solides, mais aussi pour des lymphomes, et que les 20 dernières années, il y a une énorme faisceau d'arguments pour étayer la pertinence et l'utilité clinique de l'FDG PET-CT en oncologie. L'FDG PET-CT, dans l'évaluation de la réponse au traitement, a été surtout utilisé après administration des traitements par chimiothérapie, par radiothérapie, mais beaucoup moins dans les traitements par immunothérapie ou par checkpoint inhibitors. Et ceci ne va pas être discuté lors de cette conférence parce que c'est une problématique particulière et qui mériterait une conférence entière sur ces domaines. Euh, Par ailleurs, en utilisant du FDG PET-CT, on peut évaluer la réponse précoce au traitement, chose qui est différente des examens anatomiques cliniques où on doit attendre en général 2 à 3 mois pour pouvoir évaluer la réponse. On va voir qu'en utilisant du FDG PET-CT, avec un seul cycle de traitement, on peut déjà évaluer la réponse et avoir un bon corrélat par rapport à la PFS et parfois même avec l'overall survival. Donc actuellement, les images PET-CT, donc les caméras PET-CT qui évaluent les structures et les processus métaboliques moléculaires sont les caméras standards en médecine nucléaire oncologique. Et le traceur le plus utilisé, c'est le FDG, mais il y a multiples autres traceurs qui peuvent être utilisés pour évaluer la prolifération, l'hypoxie, l'apoptose, le transport d'acides aminés ou même l'expression des récepteurs. Le FDG considéré un marqueur moléculaire. Comme vous savez, dans toutes les cellules normales, euh, on, on les, on va utiliser du glucose pour obtenir de l'énergie. La glucose va entrer par des transporteurs au niveau membranaire, les transporteurs GLUT, qui vont être sustraits de l'exokinase qui va les transformer en glucose 6-phosphate et que va entrer dans la voie glycolytique au niveau mitochondrial et la cellule de ces fêtes va créer de l'ATP et de l'énergie. Les cellules néoplasiques sont des cellules qui ont un métabolisme du sucre, des glucides qui est altéré et va produire beaucoup moins de molécules d'ATP par molécule de sucre. Et donc, de ce fait, elle a besoin de beaucoup plus de sucre pour pouvoir survivre, pour avoir suffisamment d'énergie.
Pour cela, pour pouvoir survivre, elle va surexprimer des récepteurs GLUT au niveau de la membrane pour faire entrer beaucoup plus de sucre au niveau cellulaire qui va être phosphorylé, mais du fait qu'un des groupes OH au niveau de la molécule de sucre est modifié par l'FDG, elle va rester trappée, elle ne va pas passer à, dans la mitochondrie et donc va rester au niveau cellulaire. Une toute petite quantité peut sortir de la cellule, mais en général, la plupart du FDG va rester au niveau cellulaire parce qu'il ne va pas entrer dans le pathway glucolytique au niveau mitochondrial. En même temps, la cellule, bien sûr, va continuer à consommer du sucre non radioactif et le pathway et la cellule ne va pas mourir de ces faits et donc l'FDG pratiquement n'a pas de toxicité au niveau des cellules ni néoplasiques ni des cellules saines. Donc, quelles sont les caractéristiques idéales qui devraient remplir une méthode diagnostique pour évaluer la réponse au traitement en oncologie? Elle devrait être robuste, reproductible, précise, cliniquement accessible, abordable économiquement, avoir une bonne corrélation avec la survie ou la période libre de maladie et une balance coût-bénéfice favorable. C'est différent évaluer la réponse au traitement dans le cadre d'un essai clinique contrôlé, parce qu'il y a multiples variables qui sont évaluées et qui sont contrôlées, à la différence de ce qu'on fait en clinique. Donc, comment évaluer la réponse lors d'un essai de recherche? La première chose qu'on fait, c'est la clinique. Par exemple, si vous avez un ganglion, une adénopathie au niveau du cou ou au niveau axillaire, vous pouvez l'évaluer, la mesurer même avec une réglette et dire, voilà, elle mesure avant traitement, supposons 2,5 cm, et après 2 cycles ou 3 cycles de chimiothérapie, elle mesure la moitié. Donc, c'est une façon d'évaluer cliniquement la réponse au traitement. Par exemple, les nodules de perméation des cancers du sein pourraient être aussi évaluables de cette façon. Par contre, il y a une énorme quantité de lésions profondes, des métastases profondes, qui ne pourront pas être évaluées par clinique. C'est pour ça qu'on a recours à des examens pour pouvoir faire cette évaluation. Cette évaluation, beaucoup de fois par examen anatomique, c'est fait par CT ou par résonance nucléaire magnétique, parfois aussi par échographie. Et il y a 2 critères utilisés à un niveau international dans les cadres des essais cliniques pour évaluer cette réponse. Les premiers sont des critères OMS, dans l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des mesures bidimensionnelles. On considère qu'une réponse partielle, si on arrive à une réduction d'au moins 50% du produit des 2 diamètres perpendiculaires. Et les critères RECIST, que les mesures sont unidimensionnelles et on considère que la réponse partielle, si on arrive à une réduction d'au moins 30% du produit des diamètres des lésions, donc en additionnant les différentes lésions. Vous allez avoir une conférence particulière sur ces domaines avec le Dr Viltio, donc je ne m'étendrai pas sur ces domaines-là. Et du point de vue des examens moléculaires, en utilisant du FDG-PET, on peut évaluer la réponse au traitement des tumeurs solides exclusivement. On ne parle pas ici des lymphomes, les critères ORTC ou les critères persistent. Et aussi, pour certains cancers, on peut évaluer la réponse au traitement en suivant les marqueurs tumoraux, particulièrement, par exemple, dans les cancers de la prostate, la diminution significative du PSA est un indicateur de réponse accepté par les cliniciens et les onco-urologues. Quelques conditions pour utiliser l'FDG-PET-CT pour évaluer la réponse au traitement. Je pense que le maître mot ici, c'est les standardisations, et on va parler assez longuement sur ceci. L'utilisation de la même caméra ou des caméras qui sont cross-calibrées, et aussi on va faire quelques réflexions, et l'application correcte des protocoles d'interprétation de la réponse. Donc, en utilisant
les FDG PET-CT et surtout du PET-CT avec n'importe quel traceur, vous allez voir qu'on parle des SUV. Donc, c'est un index qu'on utilise beaucoup en médecine nucléaire et qu'on va essayer de définir. SUV est un acronyme dérivé de l'anglais qui, qui vient des mots Standardized Uptake Value. Et c'est un index qui correspond à la fixation d'un traceur quelconque. Donc, ce n'est pas seulement pour l'FDG, ça peut être du gallium PSMA, du gallium DOTATOC, DOTATATE, n'importe, qui est normalisé par l'activité injectée et rapporté à la masse du patient. Il est utilisé depuis longtemps déjà. C'est un index semi-quantitatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un index de quantification absolue. Et on peut rapporter les SUV en fonction du poids total du patient, de la masse maigre ou de la surface corporelle. Donc, il faut toujours savoir comment on a normalisé les SUV qu'on est en train de rapporter parce que ils peuvent varier en fonction si on l'a normalisé par rapport, par exemple, à la surface corporelle ou à la masse maigre. Donc, pour que les SUV soient fiables et reproductibles, on doit avoir différentes standardisations et connaître certaines particularités. On doit savoir exactement quelle est l'activité injectée au patient et respecter la proportionnalité entre les examens d'évaluation. C'est-à-dire qu'on doit, d'une façon ou d'une autre, ne pas injecter des activités très, très, très différentes entre l'examen des baseline et l'examen d'évaluation de la réponse. On considère que 10% des variations entre un examen et l'autre est acceptable. On doit avoir des calibrateurs de dose bien réglés parce que l'erreur de la précision dans la mesure de l'activité injectée doit être assez petite, donc au moins de 5%, et la différence de son adaptation par rapport au foie doit être de moins de 10% entre les examens. Les temps entre l'injection du FDG et les débuts de l'acquisition des images doivent être les mêmes, avec une fenêtre flexible qui ne doit pas dépasser les 15 minutes, idéalement 10 minutes et pas avant 60 minutes post-injection. C'est-à-dire que si on fait l'examen baseline après 65 minutes après injection, les examens d'évaluation à la réponse, on devrait les faire entre 60 et 70 minutes ou entre 65 et 75 minutes pour que la variation des SUV ne soit pas due exclusivement à une erreur par rapport au temps des acquisitions par rapport à l'injection. Et je vais vous montrer une courbe pour pouvoir bien expliquer ceci. On doit utiliser toujours le même facteur de correction de l'SUV max. Donc, comme on a dit précédemment, ou bien on le corrige par rapport à la masse maigre, ou bien par rapport au poids total, ou bien par rapport à la surface corporelle. Le plus important, c'est toujours utiliser la même normalisation et ne pas la varier entre le baseline et l'examen d'évaluation. Et aussi utiliser les mêmes méthodes de reconstruction et direction d'acquisition des images pour ne pas avoir des modifications de l'SUV en fonction de ces deux paramètres. Donc, vous devez savoir que le métabolisme qu'on mesure en FDG PET-CT est variable en fonction du temps. Et donc, si on fait des images qui sont relativement précoces par rapport à l'injection, donc dans les cas ici, par exemple, si on fait l'acquisition à 60 minutes, on va avoir un SUV qui va tourner autour de 11,7. Par contre, si on fait l'acquisition 2 heures après l'injection du radiotraceur, le SUV sur la lésion va être de 15. Et donc, c'est pour ça que cette fenêtre d'évaluation entre le baseline et l'acquisition des images entre l'examen d'évaluation et celui qui était considéré comme l'examen avant le traitement par chimiothérapie, cette fenêtre doit être de moins de 10 minutes pour ne pas avoir de modification de l'SUV qui est exclusivement en rapport avec les temps et pas par rapport à la biologie
ou l'efficacité du traitement au niveau de la tumeur. Il y a multiples facteurs qui peuvent modifier l'estimation de l'SUV. Par exemple, si le patient est un patient diabétique et on a une glycémie trop élevée au moment de l'injection du FDG, on va avoir tendance à avoir des SUV qui sont sous-estimés. Si on ne place pas bien les voies pour évaluer les SUV max, on peut avoir des erreurs de quantification. Si on a fait une injection paraveineuse, on peut avoir la situation que l'activité réellement injectée n'est pas précise et donc on va avoir une surestimation des LSUV. Si on n'a pas corrigé par rapport à la décroissance du F18, on peut aussi avoir une mauvaise estimation de l'SUV. Si on n'a pas eu une bonne cross-calibration des horloges, par exemple, entre le calibrateur de dose et le FDG et la caméra, on peut avoir aussi une grosse problématique de l'estimation des SUV. J'imagine qu'en Suisse, vu votre réputation horlogère, cette cross-calibration va être excellente. Et aussi, comme on a dit avant, les temps entre l'injection et l'image peut modifier faussement ou induire en erreur l'interprétation des SUV. Donc, une des choses importantes qui ont tendance à garantir la bonne calibration des machines pour pouvoir dire que dans certaines conditions très précises, les SUV sont reproductibles et interchangeables entre services, c'est participer à des programmes de certification comme par exemple le programme EARL. Le programme EARL, la seule chose qu'il fait, et qui est déjà très importante, c'est montrer que les caméras que vous utilisez se trouvent dans un range d'acceptabilité par rapport à des tests faits sur des fantômes. Bien sûr que si après, il y a d'autres problèmes cliniques ou que les images ont été faites à 2 heures post-injection et l'image baseline à 1 heure, ça, ce n'est pas, le programme ne peut pas l'évaluer. Par contre, le programme EARL, ce qu'il fait, c'est certifier que vos instruments se trouvent dans une range d'acceptabilité par rapport à des paramètres qui ont été prédéfinis par les ANM. Et donc, la participation à ces programmes de certification est très importante. Autre problème de la quantification, la semi-quantification utilisant des SUV, c'est que nos caméras ont une limite de détection qui est spécifique à chaque caméra. Et on a ce qu'on appelle l'effet de volume partiel. Ici, dans ces fantômes, il y a des petites sphères de différents diamètres avec la même concentration d'activité par rapport au volume. Donc, théoriquement, comme c'est la même concentration de radioactivité par rapport au volume qui est contenu dans les sphères, normalement, on devrait les détecter avec le même niveau d'intensité, donc la même couleur. Comme vous pouvez voir, les petites sphères, vous les voyez moins bien que les grandes sphères, et ça, c'est à cause de l'effet de volume partiel. Donc, à même concentration de traceur par rapport au volume, la semi-quantification variera en fonction de la taille des lésions. Et c'est pour cela que différents critères d'évaluation de la réponse, par exemple les critères persistent, disent qu'il faut évaluer des lésions qui ont plus de 2 cm pour s'indépendiser, si vous voulez, de cet effet de volume partiel qui pourrait donner une sous-estimation de la quantification. Et ici, c'est cette étude qu'on a fait avec mes ex-collègues de l'Institut Bordet à Bruxelles. On a fait des fantômes dans différentes caméras PET-CT et on a répété dans les mêmes caméras les mesures. Et comme vous pouvez voir, cette caméra va estimer que les SUV dans la petite sphère est des 0,30 quand normalement la concentration de radioactivité par rapport au volume devrait donner un SUV qui tourne autour de 1.
Et vous voyez qu'entre différentes caméras, vous pouvez avoir par exemple celle-ci qui dit 0,30 pour la petite sphère et celle-ci qui dit 0,55. Donc, c'est une variation du simple au double. Donc, plus petite est la sphère, plus la variation de l'SUV peut être différente entre une caméra et l'autre. Et donc, euh, l'idée, c'est que le protocole EARL, ce qu'il va faire, c'est diminuer cette range d'acceptabilité, va le diminuer et dire, voilà, pour que ce soit acceptable, on devrait être tous autour de ceci, et donc ces caméras ne seraient pas acceptées, par exemple, dans les critères EARL. Et donc, vous savez que si vous faites si vous êtes avec une caméra EARL, on va avoir ce type de courbes avec la même type de courbe par rapport à la taille des sphères. Et donc, la quantification la plus précise possible, c'est tout à partir des sphères qui tournent autour de 1,8 cm. Donc, globalement, pour des lésions qui ont 2 cm de diamètre, vous voyez que les SUV, à ce moment-là, en moyenne, est relativement bien estimé autour de 1, mais aussi avec une grosse variabilité intercaméra et aussi intracaméra. Regardez cette caméra qui, une fois mesure les sphères de 2 cm et demi à 1,2 à 1,1 et après il va la mesurer à 1,23. Donc, vraiment une différence intracaméra qui peut être assez importante. Et donc, c'est aussi important non seulement d'évaluer la dispersion qu'on a en intra-caméra, mais en intercaméra. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours de réaliser les examens sur la même caméra pour évaluer la réponse et que les caméras soient bien calibrées pour réduire cette variabilité importante qui peut avoir les mesures de l'SUV. L'autre volet des standardisations, c'est le volet patient. Et c'est pour ça qu'on conseille idéalement de faire les examens FDG, PET-CT, quand les patients ont une glycémie inférieure à 150 mg par décilitre. On accepte jusqu'à 200, mais à partir de là, vraiment, les images peuvent être de mauvaise qualité. On considère qu'il faut placer les patients de la même manière et avoir la même direction du balayage. En général, par exemple, pour les cancers ORL, on va commencer de la tête vers les cuisses. Et pour les autres types de cancers, on va commencer des mi-cuisses vers la tête pour éviter des discordances entre, par exemple, le remplissage de la vessie. Par contre, au niveau ORL, ce qui nous intéresse de manière prédominante, c'est la région de la tête et du cou. Et donc, on va commencer d'une manière le début de la question va commencer par la tête et pour aller à des céphaloïdes caudales. Mais l'idée, c'est que toujours faire la même chose chez le même patient. Si la première fois on a commencé de la tête vers les cuisses, l'évaluation, on va la faire de la même façon. Et idéalement, on doit centrer les patients autant que possible au centre de la ganterie et conserver les mêmes paramètres d'acquisition et de reconstruction. Les temps pas des lits doivent être les mêmes, identique superposition overlap entre chaque pas des lits et identique quantité des champs explorés. Maintenant, passons aux critères d'évaluation de la réponse au traitement publié par l'EORTC, l'European Organization for Research and Treatment of Cancer, qui a sa maison centrale ici à Bruxelles. L'objectif de ces critères était d'uniformiser d'une manière objective le rapport de la réponse dans les études cliniques, mais pour les tumeurs solides. Et le principe est de différencier 4 types d'évolution en 4 catégories différentes. La réponse métabolique complète, la réponse partielle, la maladie est stable ou la maladie progressive, toujours du point de vue métabolique. Comment évaluer la réponse au traitement en oncologie? Et donc, les critères EuRTC ont été publiés par la participation d'un panel d'experts, fondamentalement basés sur des tests de reproductibilité, comme on a dit, applicables exclusivement à des tumeurs solides et dans les cadres d'études cliniques. Et il proposait qu'on valide ces critères en les utilisant dans des essais cliniques
pour le moment, il n'y a pas eu d'étude de validation en tant que telle. Malheureusement, le critère ORTC ne définit pas de manière précise la quantité de lésions cibles à évaluer, ni lesquelles choisir, sauf dire qu'il faut choisir les plus hypermétaboliques et les plus volumineuses. Il y a la catégorisation de la réponse basée sur des lésions, mais pas une catégorisation basée sur le patient. Donc, c'est une catégorisation de réponse basée lésion à lésion et pas pour le patient en général. Et il utilise les UV max corrigés pour la surface corporelle. La catégorisation de cette réponse, donc la réponse complète, et quand il y a toute disparition de tout hypermétabolisme focal qui dépasse le bruit de fond. Donc, si vous avez une captation qui est égale au bruit de fond, est considérée comme une réponse métabolique complète. La réponse partielle, les critères RTC font une différence entre une réponse partielle après l'évaluation avec un seul cycle de chimiothérapie. Donc, il dit que pour considérer que c'est une réponse partielle, au moins, il faut avoir une diminution de 15% de l'SUV max. Ici, c'est plus de 2 cycles de chimiothérapie. La diminution de l'SUV max doit être d'au moins 25%. La maladie est stable, c'est ni réponse partielle, ni maladie progressive. Et la maladie progressive est l'augmentation d'au moins 25% ou plus, bien sûr, ou l'augmentation des diamètres de la tumeur de plus de 20%, ou l'apparition des nouvelles lésions qui ne soient pas équivoques. Donc, des nouvelles lésions que vous êtes sûr que sont d'origine néoplastique et pas, par exemple, d'origine inflammatoire. Malheureusement, comme je disais, l'évaluation globale patient-based n'est pas décrite dans les recommandations ERTC. Et donc, pour résumer tout ceci, les critères ERTC différencient après un seul cycle et après plus de 2 cycles. Et on va considérer qu'il y a une réponse partielle si au moins les UVmax diminuent de 15%. Une maladie progressive s'il y a une augmentation de au moins 25% au plus ou l'apparition de nouvelles lésions. Et les réponses métaboliques complètes, c'est quand on a un métabolisme qui ne dépasse pas le bruit de fond, donc on ne peut plus identifier la lésion par rapport au bruit de fond physiologique. Si c'est après 2 cycles, on va considérer qu'il y a une réponse partielle si une diminution d'au moins 25% de l'SUV max. On va considérer que c'est une maladie progressive si une augmentation de au moins 25% ou l'apparition de nouvelles lésions non équivoques. Et on va considérer la réponse métabolique complète de la même façon. Donc, les lésions ne sont pas identifiables ou sont à égalité par rapport au bruit de fond environnant. Et la maladie est stable, c'est ni maladie progressive ni réponse partielle. Pour pallier à cette problématique que les critères RTC ne définissent pas la réponse basée sur les patients, certains auteurs considèrent que la réponse métabolique va être la réponse métabolique complète et la réponse métabolique partielle. Et on va considérer les patients comme non répondeurs, tous ceux qui vont avoir une maladie métaboliquement stable ou une maladie progressive. Et le rationnel de faire ceci est le suivant, c'est que quand vous avez des lésions très hypermétaboliques et vous donnez un traitement qui est toxique comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, vous devez avoir une diminution du métabolisme pour dire que vous avez un effet sur les cellules néoplasiques. Si vous n'avez pas de diminution du métabolisme, ça veut dire que ces cellules, d'une façon ou d'une autre, sont résistantes au traitement administré. Et donc, la maladie métaboliquement stable, c'est une non-réponse. Ceci est un peu différent de ce qu'on voit en maladie évaluée par les critères anatomiques où la maladie stable est considérée comme une réponse acceptable. Donc, métaboliquement parlant, quand vous avez une maladie très intensément métabolique qui ne diminue pas après l'administration des traitements par chimiothérapie ou par radiothérapie ou la combinaison des deux, est à considérer comme des patients qui sont non répondeurs.
Maintenant, passons aux critères persistent qui ont été publiés en 2009, c'est-à-dire une dizaine d'années après les critères ERTC, qui sont venus pour, d'une façon ou d'une autre, combler certaines lacunes qu'avaient les critères ERTC. Il définit d'une manière beaucoup plus précise les critères persistent, la façon d'obtenir les régions d'intérêt, la façon d'évaluer la réponse globale pour le patient, les nombres maximum des tumeurs à prendre en compte, les mesures de reproductibilité, les choix des seuils pour évaluer la réponse et la taille minimale de la tumeur à prendre en compte comme lésion cible. Euh, et donc, les critères ORTC utilisent les SUVmax, les critères persistent vont utiliser les SUL peak. Donc, les critères ORTC utilisent les SUVmax corrigés pour la surface corporelle, les critères persistent vont utiliser les SUV corrigés pour la masse maigre. Mais on ne va pas utiliser les SUV max, donc pas la quantité de ces quantifications dans un seul voxel, sinon dans une petite sphère de 1,2 cm de diamètre, donc d'un centimètre cube. On va faire la moyenne des SUV que vous trouvez au niveau de cette petite sphère de 1,2 cm de diamètre. Et ça, c'est les SUL peak. SUL parce que c'est l'SUV corrigé pour la lean body mass. Donc, c'est un SUV corrigé pour la masse maigre. Il définit que les lésions cibles doivent avoir au moins 2 cm de diamètre idéalement et que le métabolisme sur cette lésion doit être supérieur à presque le double de ce qu'on vous voyez au foie. Donc, en réalité, pour être précis, c'est à l'SUL moyen dans le lobe hépatique droit multiplié fois 1,5 plus 2 déviations standards dans une sphère de 3 cm placée sur le lobe hépatique droit. Si le foie est malade, peut être malade exclusivement à gauche, vous voyez les lésions et vous ne voyez pas à droite, Persiste dit, vous ne pouvez pas utiliser si vous voyez des lésions parce que vous pouvez avoir des micro-lésions qui ne sortent pas par rapport au bruit de fond, mais qui font augmenter les SUVmax, font augmenter le métabolisme au niveau du foie. Et donc, par sécurité, si vous voyez des lésions hypermétaboliques au niveau du foie, n'utilisez pas les référentiels du foie. Le référentiel va se placer au niveau de l'aorte thoracique descendante avec comme référence un SUL moyen dans une sphère de 2 cm de diamètre placée sur l'aorte thoracique, multiplié x 2 plus 3 déviations standards. Donc, ces chiffres-là, les lésions cibles doivent être supérieures soit s'il n'y a pas de lésions, à la chiffre de référence par rapport au foie, soit si vous avez des lésions au niveau hépatique, à ces chiffres calculés sur la aorte thoracique descendante. On va utiliser 5 lésions maximum par patient, 2 lésions maximum par organe. Et l'évaluation va se faire patient-based, basée sur la lésion la plus hypermétabolique au baseline par rapport à la plus hypermétabolique à l'examen d'évaluation, et qui n'est pas obligatoirement est la même. Et Persiste dit que d'une façon exploratoire, si on veut, on pourra évaluer les 5 lésions les plus hypermétaboliques, les additionner et faire une moyenne et aussi une modification par rapport aux 5 les plus hypermétaboliques à l'examen d'évaluation. Mais classiquement, Persist prend la lésion la plus hypermétabolique au baseline par rapport à la plus hypermétabolique à l'examen d'évaluation. Il introduit aussi un autre paramètre que c'est le Total Lesion Glycolysis, qui est un paramètre qui est un surrogate de la charge tumorale, qui est calculé par rapport à un volume déterminé multiplié fois les SUV moyens dans ces volumes. Et donc, d'une façon ou d'une autre, dire, voilà, vous pouvez avoir un SUV pic qui est relativement stable, mais une augmentation du volume de la lésion. Si cette augmentation du volume et de l'SUV moyen est plus de 75% par rapport au baseline, est à considérer comme en progression. On va le voir tout de suite. Donc, les critères persistent
parle assez bien de la standardisation de la préparation du patient, du protocole d'acquisition et des temps à respecter. Comme on a déjà discuté, il n'utilise pas les SUV max comme les critères ERTC, sinon les SUL peak. Donc, c'est un SUV corrigé pour la masse maigre. Et comme on a déjà dit, 5 lésions cibles par patient, maximum 2 par organe. Et d'une façon ou une autre, c'est plus ou moins la même chose qui fait les critères racistes qui aussi utilisent 5 lésions. Il classifie de la même façon que les critères ORTC, RECIST ou OMS en 4 catégories. Complete Metabolic Response, réponse métabolique complète, la disparition de l'ensemble des lésions et où la captation ne doit pas se différencier par rapport au bruit de fond. Réponse métabolique partielle, c'est une diminution d'au moins 30% de l'SUL pic et plus de 0,8 de unité absolue, sans l'apparition ou augmentation des tailles des autres lésions. Et on n'a pas besoin que tous les lésions évoluent de la même façon. Comme on a dit, PERSIST va évaluer classiquement la lésion la plus hypermétabolique au baseline par rapport à la plus hypermétabolique à l'examen des évaluations. Et ceci, d'une façon ou d'une autre, prend en compte la évolution dissociée qu'on peut voir sur certains cancers. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles certains auteurs considèrent que PERSIST est mieux adapté pour évaluer la réponse au traitement par immunothérapie. Mais comme je l'ai dit avant, c'est discussion éventuellement d'une autre conférence. La maladie est stable, c'est ce qui n'est pas en réponse et ce qui n'est pas en progression. Et la progression correspond au moins à un des 3 cas suivants. L'augmentation des 30% de l'SUL peak sur la lésion la plus hypermétabolique à l'examen d'évaluation, une augmentation visuelle du volume métabolique de la tumeur ou augmentation de plus de 75% du TLG sans diminution de l'SUL peak et l'apparition de nouvelles lésions non équivoques. Et on postule qu'on doit refaire et confirmer cette évolution un mois après, mais beaucoup de fois, ceci est non praticable. Et donc, pour résumer, les critères persistent. On a des lésions cibles et des lésions non cibles, comme les critères résistent. On a une réponse métabolique complète quand le métabolisme est identique au bout des fonds et il n'y a pas de nouvelles lésions. Ça, c'est une réponse métabolique complète. La réponse métabolique partielle compare la lésion, comme on a dit, la plus métabolique au baseline par rapport à l'examen d'évaluation. On doit avoir au moins une réduction de 30% de l'SUL pic et au moins une réduction de 0,8 de l'SUL pic en valeur absolue, sans augmentation de 30% dans le diamètre des lésions sur les images anatomiques. Et on peut appliquer les mêmes critères, donc une réduction de au moins 30% de l'SUL pic moyen de 5 lésions, mais ceci est une évaluation complémentaire des critères persistent. Et la maladie métaboliquement progressive, comme on a dit, compare la lésion plus hypermétabolique au baseline par rapport à l'examen d'évaluation, augmentation de 30% accompagné d'une augmentation de au moins de 0,8 de l'échelle pic en valeur absolue, non en relation avec une inflammation, ou bien l'augmentation du TLG de 75% avec un SUL pic stable, ou bien l'apparition d'une nouvelle lésion typique. La stabilité, c'est quand il n'y a pas d'argument pour une progression et pas d'argument pour une réponse. Et aussi, tient compte des lésions non cibles. On va considérer que c'est une maladie progressive s'il y a une progression qui n'est pas équivoque sur des lésions qui n'ont pas été prises comme cible au baseline ou l'apparition d'une nouvelle lésion typique d'origine néoplasique. On va considérer que c'est une maladie progressive. Et pour les lésions non cibles au niveau de la réponse métabolique partielle, c'est quand il y a la persistance des lésions, mais qui sont inférieures par rapport à l'SUV pic de la lésion la plus hypermétabolique sans augmentation significative du TLG au moins de 75%. Donc,
Il y a d'autres façons d'évaluer la réponse ici, comme exemple, c'est l'introduction des l'imatinib pour le traitement des tumeurs gistes, donc c'est dans des sarcomes du tube digestif. Euh, quand il a été testé l'imatinib dans cette tumeur, ils ont été évalués la réponse par FDG, mais aussi par les critères anatomiques. Et on voyait, par exemple, ces patients ici au baseline, cette lésion au niveau du flanc gauche abdominal, qui avait une taille assez volumineuse. Et après avoir débuté l'imatinib, on voit que cette lésion devient plus, plus grande, plus volumineuse. Et donc, si on applique les critères RECIST classiques, on devrait placer ces patients en progression. Par contre, comme vous voyez, la densité de ces lésions diminue et l'épaisseur de la zone la plus épaisse, la plus charnue de ces lésions a tendance à diminuer. Mais bon, appliquant les critères RECIST classiques, ces patients devraient être placés en progression. Par contre, quand vous faites du FDG, vous voyez que la lésion basale est très, très hypermétabolique et quand vous faites l'évaluation à réponse, ces lésions à un métabolisme qui ne se décroche pas par rapport au bruit de fond. Donc ici, vous êtes en anatomie devant, si on applique les critères RECIST, en progression et ici en métabolisme, en réponse métabolique complète. Donc, comme vous avez cette dichotomie, il a été étudié pour voir si vraiment la diminution du métabolisme se corrélait par rapport à la survie et si ça n'avait pas en relation avec une réponse très très rapide après l'instruction, mais que ça ne se maintenait pas au niveau du temps. Et on a vu que en utilisant du FDG, vous pouvez évaluer la réponse très très rapidement. Par exemple, ici, à 48 heures, vous voyez que le métabolisme clairement diminue de façon bien évidente. On n'a pas besoin de mesurer des SUV pour se rendre compte que le métabolisme a diminué de façon très, très importante. Et à 7 jours, pardon, à 8 jours, à une semaine post avoir débuté l'imatinib, vous voyez qu'on ne retrouve plus d'hypermétabolisme pouvant identifier les lésions abdominales chez ces patients. Et donc, l'évaluation précoce de ces patients est à conclure comme une réponse métabolique complète. Et donc, est-ce que ceci se reflète par rapport à la survie de ces patients? Et ça a été clairement démontré déjà en 2003 que quand vous avez des répondeurs précoces au Glivec, qui pour rappel est un traitement qui est péroce, quand vous avez une évaluation précoce après seulement une semaine d'administrer le Glivec, on commence par 400 mg et si avec ça, vous avez une réponse complète, vous pouvez avoir une, une, une survie qui est beaucoup plus prolongée par rapport aux patients qui ne montrent pas de réponse aux images métaboliques. D'autres façons d'évaluer la réponse au traitement dans d'autres tumeurs, dans ce cas-ci, dans les tumeurs cancer du sein, il y a eu une grande étude qui a été menée à bien au niveau international par la BIDGE, qui est l'étude NEO-ALTO. Il y a eu une étude ancillaire utilisant l'FDG-PET pour évaluer la réponse au traitement administré dans cette étude. Et c'était des patients qui avaient une amplification du l'oncogène HR2. Et comme vous savez, ces patientes ont une particularité d'avoir des tumeurs qui vont beaucoup de fois et avoir une agressivité particulière. Et donc, le blocage de ces chaînes HR2 améliore la survie et les périodes libres de maladie de ces patientes. Donc, cette protéine transmembranaire, actuellement, on a deux principaux traitements qui va la bloquer, soit au niveau extracellulaire avec le trastuzumab,
ou bien au niveau intracellulaire, au niveau de la sous-unité tyrosine kinase par le lapatinib. Et donc, le principe de l'étude NeoAlto, c'était de combiner en néoadjuvant l'apatinib plus une chimiothérapie par paclitaxel, les trastuzumab plus le paclitaxel, le lapatinib plus trastuzumab plus paclitaxel. Donc, on avait trois bras dans cette étude NeoAlto. Et comme vous voyez, la réponse anatomopathologique complète était supérieure quand on avait le triplet, l'apatinib, trastuzumab, paclitaxel. Et les subétudes PET étaient exclusivement basées sur la fenêtre biologique. Donc, on a fait un examen PET au baseline. Après 2 semaines d'avoir commencé le traitement biologique et à 6 semaines, juste avant, commencer la chimiothérapie. Malheureusement, nous, on voulait aussi avoir un FDG PET en fin de traitement pour voir si la combinaison des traitements biologiques plus la chimiothérapie ajoutait de la valeur à la réponse. Mais malheureusement, pour des raisons économiques et logistiques, cette dernière FDG PET n'a pas pu être réalisée. Donc, dans l'étude NeoAlto, 455 patients ont été inclus dans 23 pays différents. Dans le sub-étude PET-CT, 86 patients ont été inclus dans 14 pays différents. 9 patients ont dû être exclus pour des raisons des mauvaises standardisations d'examen ou parce qu'elles étaient métastatiques et donc non évaluables. Et 77 patientes finalement ont été évaluées dans l'étude Ancilla PET-CT. Donc l'objectif, c'était évaluer si la réponse précoce, après seulement un cycle, pouvait prédire la réponse anatomopathologique complète de ces patientes, mais en évaluant exclusivement la période biologique et pas la période totale, donc la période biologique plus chimiothérapie. Et donc, comme on a déjà dit, 3 time points, baseline à 2 semaines et à 6 semaines. On avait une standardisation des protocoles d'image et on utilisait les SUV max selon les critères ORTC sur la tumeur principale et sur les ganglions. Et c'était une évaluation centrale réalisée à Bellevitge, Barcelone et à Bordeaux à Bruxelles. Et donc, on pouvait avoir ces types de réponses. Par exemple, une patiente au baseline avec une adénopathie discrètement hypermétabolique, une tumeur primitive très hypermétabolique. Et déjà, à 2 semaines post-traitement, une réponse métabolique complète qui se maintient à 6 semaines. On n'a pas vu des patients qui répondaient à 2 semaines et qui ne répondaient pas à 6 semaines. Ou on peut avoir ces types de patientes qui ont un hypermétabolisme intense qui se maintenait au décours de toutes les évaluations par FDG PET-CT, donc est considéré comme non répondeur. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on avait une valeur prédictive négative très importante. Donc, d'une façon ou d'une autre de dire, c'est quand vous ne voyez pas de réponses métaboliques significatives dans les 3 examens FDG PET, même précocement, le risque de ne pas avoir de réponse anatomopathologique complète était très élevé. Donc, d'une façon ou d'une autre, pourquoi on se base exclusivement sur la valeur prédictive négative? Finalement, parce que comme on n'a pas pu évaluer l'addition de la chimiothérapie chez cette patiente, était un peu difficile de conclure pour la valeur prédictive positive. Donc, d'une autre manière de dire, c'est que si vous n'avez pas de réponse aux périodes biologiques d'évaluation, c'est probable que ces patients vont avoir une moins bonne réponse anatomopathologique à la fin du traitement combiné du trastuzumab ou l'apatinib ou la combinaison trastuzumab, l'apatinib plus la chimiothérapie. Donc, effectivement, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un FDG en fin de traitement et malheureusement, on n'a pas pu l'avoir.
Une autre façon d'évaluer, c'était ou bien que le PET scan au FDG peut avoir une place, c'est pour évaluer la maladie pardon, hétérogène ou bien ce qu'on appelle la réponse dissociée. Et ici, c'était aussi dans le cancer du sein et beaucoup d'oncologues disent, on nous disait dans le temps que la maladie mixte n'existait pas. Et donc, on voyait ces types des patientes avec une très bonne réponse au niveau des lésions médiastinales et pulmonaires et d'autres lésions qui avaient tendance à augmenter en métabolisme et en taille, comme par exemple ici une lésion osseuse au niveau du fémur. Donc, on avait une maladie hétérogène avec une réponse hétérogène. Et ici, avec des images en fusion, vous voyez qu'il y a tendance à diminuer en métabolisme en extension des lésions au niveau de la loge thymique avec des lésions osseuses qui sont relativement stables au niveau du corps vertébral. Par contre, au niveau du bassin, certaines lésions apparaissent et donc c'est une réponse dissociée. Donc, comment interpréter ces réponses dissociées? Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces patients? Donc, c'est très difficile. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est qu'est-ce qui devenait ces patients? Est-ce que ces patients avaient en période libre une maladie, une mortalité plus élevée quand il y avait une maladie mixte ou une maladie qui répondait d'une façon homogène? Et donc, ce qu'on a vu, si vous avez une réponse homogène, les patients vont avoir une période libre de maladie beaucoup plus prolongée par rapport à ceux qui ont une réponse hétérogène. La réponse hétérogène, donc, c'est que ces patients vont avoir une période libre de maladie raccourcie par rapport à celles qui vont avoir une réponse homogène. Est-ce que ceci est applicable à d'autres tumeurs? Ici, on a fait une analyse similaire dans une étude prospective dans ces cas-ci, dans tumeurs de colorectaux, 97 patients inclus. Finalement, 4 ont dû n'ont pas continué le protocole parce qu'il y avait des lésions au niveau du système nerveux central, ou patients qui ont retiré l'inform consent ou des patients qui ont montré une progression rapide entre l'inclusion et le PET basal. 92 patients restés pour l'évaluation, mais on a dû exclure parce que 4 patients finalement n'ont pas été traités. On avait 88 et finalement 9. On n'a pas pu les évaluer parce qu'on n'a pas fait les examens qu'on devait faire au baseline, ou parce qu'on n'a pas fait le PET d'évaluation, ou parce qu'il y a eu des problèmes de standardisation. Finalement, donc on a analysé 79 patients et on a classé les patients en 4 classes. C'est les patients qui ont une réponse importante et homogène, donc toutes les lésions répondent. Une classe 2 où la plupart des lésions répondent, une classe 3 où une petite partie des lésions répondent, et une classe 4 où aucune des lésions répond, ou bien on voit une progression en taille ou en nombre de lésions métastatiques. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un corrélat qui était assez différent par rapport aux critères des réponses récistes. Et c'est qui nous intéressait aussi d'évaluer, c'était qu'est-ce qu'on fait avec cette évolution mixte, quand on n'a pas une homogénéité de la réponse. Et donc, on a vu que, par exemple, les patients qui répondaient de façon homogène vont avoir une survie qui est beaucoup plus prolongée par rapport aux patients qui ont une réponse hétérogène. Donc, la réponse métabolique hétérogène ou la maladie progressive, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les patients. Et donc, si on mettait ensemble les réponses homogènes, la réponse prédominante au niveau métabolique par rapport à la réponse à la progression ou à une faible réponse sur une minorité des lésions, aussi on arrivait à différencier les populations. Par contre, donc, ce qui est bon pour le patient d'une manière générale, c'est de répondre d'une façon homogène au traitement. S'il y a une réponse hétérogène, c'est moins bon. S'il montre une progression très rapide, c'est encore moins bon. Est-ce que l'autre question qu'on nous posait au niveau clinique, est-ce qu'on ne peut pas avoir des répondeurs lents?
d'une façon ou d'autre de dire, est-ce que si on ajoute des nouveaux cycles des chimiothérapies, on peut avoir un effet additionnel et donc peut-être ne pas voir des réponses après un seul cycle, mais le voir après 3 cycles. Et donc, à nouveau, on a classé les patients de la même façon, réponse homogène, réponse sur toutes les lésions, réponse sur la plupart des lésions, les réponses sur une minime quantité de lésions ou une maladie progressive sous forme d'augmentation métabolisme volume aux nouvelles lésions. Et on a vu que non, on n'a pas de répondeur lent au niveau métabolique. Donc, si les patients ne montrent pas une réponse assez précoce, on ne va pas voir cette réponse après 3 cycles des traitements. Et ceci, à nouveau, a une bonne corrélation par rapport à la survie. D'une façon ou d'une autre de dire, c'est métaboliquement. Si vous avez une réponse assez homogène et qui peut être classiquement évaluée assez visuellement, les patients vont évoluer d'une façon relativement favorable par rapport à ceux qui vont avoir une réponse dissociée, qui vont avoir en général une réponse moins bonne à long terme. On peut s'indépendiser de l'SUV. On peut faire ça. On essaye de faire ça parce que beaucoup de fois, comme on a vu, la standardisation peut être assez complexe et assez difficile à mener à bien. Ici, c'est une étude qu'on a fait avec Atem Nessiv, qui est physicien, qui travaille actuellement à Nantes. Au moment qu'il a fait ses programmes, il était dans le laboratoire du professeur Irène Vuva, spécialiste de la quantification en images métaboliques. Et l'idée d'Atem, c'était de s'indépendiser de l'SUV max comme index de la réponse. Et donc, l'idée, c'était de mesurer quelle était la variabilité de l'SUV dans les tissus sains environnant les lésions, tant au niveau basal qu'au niveau de l'évaluation de la réponse, et analyser voxel à voxel quelle était la variation par rapport entre les lésions du baseline par rapport à les lésions du baseline et les normaliser par rapport au prix de fond, si vous voulez. Et donc, si vous voyez qu'il y avait une réduction homogène du métabolisme par rapport au prix de fond, ça classait les patients en réponse. Par contre, si relativement, il y avait une augmentation du métabolisme entre le tissu sain et le tissu néoplasique en superposant les lésions du baseline par rapport à l'examen d'évaluation, les lésions devenaient en rouge et c'était des lésions non répondeuses. Et donc, ceci a été publié et malheureusement n'a pas eu de généralisation, mais c'est une façon de faire pour évaluer la réponse et que certains algorithmes d'intelligence artificielle actuellement travaillent sur des algorithmes similaires. Donc, comparatif des différentes méthodes pour évaluer la réponse, vous avez les critères anatomiques basés sur la résonance nucléaire magnétique ou le CT, sont les critères résistants 1.1, et pour évaluer la réponse au traitement en utilisant de l'immunothérapie, c'est le IR-RECIST. Et pour évaluer la réponse basée sur le PET, vous avez les critères PERSIST et le critère ERTC, et maintenant publié depuis pas longtemps les critères PERSIST modifiés pour évaluation de la réponse au traitement par immunothérapie par checkpoint inhibitors. Comme j'ai dit, ce n'est pas le sujet de cette discussion. Donc, quelques mots pour la fin. Pour évaluer la réponse au traitement en utilisant des images métaboliques, la standardisation de la technique ainsi que l'interprétation de les images est critique. Dans la pratique quotidienne, utiliser des critères de réponse visuelle, volumétrique est faisable et s'appuyer sur des seuils de variation du métabolisme en fonction des critères publiés, comme peuvent être les critères PERSIST, donc une diminution de 30%, ou bien ERTC au moins de 25%, peut être acceptable. La formation et l'éducation continue des médecins travaillés dans ce domaine est fondamentale. La maintenance des instruments et leur calibration par les physiciens médicaux et les ingénieurs est indispensable. Et le travail interdisciplinaire et coordination de tous les corps des métiers est synonyme de qualité. Donc,
les critères métaboliques d'évaluation de la réponse persistent au RTC, de même que les critères morphologiques OMS résistent, sont d'application stricte dans les essais cliniques, mais de plus en plus des cliniciens et des oncologues demandent qu'on les utilise en routine clinique, et donc il faut les connaître. Et les critères d'évaluation métabolique de la réponse au traitement par traitement d'immunothérapie par checkpoint inhibitors est un champ qui est en pleine évolution, et on pourrait programmer une nouvelle conférence par rapport à cette problématique en particulier. Les critères d'évaluation de la réponse au traitement utilisant des autres traceurs que l'FDG sont manquantes ou actuellement en cours d'évaluation et validation. Et donc, il reste beaucoup de travail à faire dans ces domaines. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, je reste à votre disponibilité. Et si vous voulez me communiquer par mail, voici mon adresse email pour toute éventuelle consulte ou discussion sur des cas.